25 ans, c'est le temps qu'il aura suffi à la France pour faire passer l'immobilier d'un projet de vie à un projet à vie, avec une explosion des prix de plus de 130% sur l'ensemble du territoire national. Un appartement acheté 100 000 € au début des années 2000 vaudrait en moyenne aujourd'hui plus de 230 000. En Ile-de-France, c'est encore pire, plus de 160%, sans parler de Paris où les prix au mètre carré affolent et dépassent régulièrement plus de 10 000 €, un record historique pour une capitale où il y a tout juste 20 ans, ce même mètre carré valait encore 2000. Pourtant, pendant ce temps, les salaires, eux, n'ont augmenté que d'environ 30%, une progression, imaginez-vous, 6 fois plus lente. Résultat, se loger est devenu le premier poste de dépense des Français et pour beaucoup, le premier renoncement. Alors cette fracture ne touche plus uniquement les acheteurs, c'est tout un modèle qui se fissure. Les agences ferment, les promoteurs stoppent leurs programmes et même les géants du secteur comme Nexity ou Bouygues Immobilier voient leurs ventes s'effondrer et se voient même obligés de licencier. Alors comment un pays aussi obsédé par la propriété a-t-il rendu le logement si inaccessible? Est-ce la faute des promoteurs, des investisseurs ou même de l'État? Eh bien préparez-vous à plonger dans les coulisses de 25 ans de décisions politiques, d'aides publiques et de boucles spéculatives pour enfin comprendre pourquoi la pierre française est devenue un système où chacun finit par en devenir prisonnier. Tout commence à la fin des années 90. La France sort d'une décennie compliquée, le chômage avoisine encore 10%, la dernière crise immobilière a laissé des traces et beaucoup de ménages gardent en mémoire ces appartements achetés trop cher au début des années 90, puis revendus à perte. Heureusement, l'économie redémarre, souvenez-vous, Internet arrive et le franc s'apprête à être remplacé par l'euro. Détail qui a son importance puisque la Banque Centrale Européenne, la fameuse BCE tout juste naissante, va imposer une politique de stabilité visant à maîtriser l'inflation et qui aura surtout pour conséquence de venir diminuer les taux d'intérêt. À titre de comparaison, au début des années 90, emprunter pour un logement coûtait environ 9%. En 2005, ces taux passent sous les 4%, un coût de l'argent divisé par 2. Alors les banques, de leur côté, pour nourrir la demande de prêt, comprennent qu'elles peuvent solvabiliser les ménages sans nécessité d'obtenir des salaires plus élevés, mais simplement en allongeant la durée des prêts. En 98, on empruntait sur 13 ans, 10 ans plus tard, sur 20, parfois même 25 ans. Donc sans hausse de revenus, les ménages peuvent désormais acheter 30 voire 40% plus cher pour exactement la même mensualité qu'auparavant. Résultat, le marché s'enflamme, les transactions passent d'environ 450 000 par an à la fin des années 90 à plus de 800 000 10 ans plus tard. Alors forcément les prix vont suivre, entre 98 et 2007, ils bondissent de plus de 150%. Imaginez-vous, à Paris, on passe de 2500 € le mètre carré à près de 8000 à Lyon, Bordeaux, Nantes, Toulouse, les prix doublent, parfois même triplent. La France redécouvre la valeur refuge de la pierre. Acheter devient une sorte de norme sociale, un symbole de stabilité, presque une obligation culturelle. Sauf que pendant que les taux dopent la demande, un autre acteur va alimenter le feu, l'État lui-même. En 96, Jean Arthuis, ministre de l'économie, et Pierre-André Périssol, ministre du logement, lancent ensemble un premier dispositif qui deviendra le modèle de référence pour tous les dispositifs fiscaux qui suivront. Le Périssol, un avantage fiscal pour quiconque achète un logement neuf destiné à la location. L'idée à l'époque, c'est de relancer la construction. Après la crise immobilière du début des années 90, l'État n'a pas les moyens de financer directement, alors il transfère tout simplement la mission aux particuliers. Allez-y, achetez, louez et on vous fera une remise d'impôt derrière. Résultat immédiat, les ventes explosent, les promoteurs reprennent leur chantier et l'investissement locatif devient la nouvelle passion des classes moyennes supérieures. Mais très vite, pour prolonger la machine, chaque gouvernement y va de son dispositif. En 99 naît le Besson, un peu plus social avec des loyers plafonnés pour les ménages modestes. Puis en 2003, sous Jean-Pierre Raffarin, l'euro bien autorise à déduire jusqu'à 50% de la valeur du bien. Autrement dit, la moitié d'un achat de 200 000 € réduit directement le revenu fiscal, un cadeau énorme pour les contribuables les plus aisés.
Conséquence, c'est la ruée vers les programmes neufs. On construit à tout va, même dans les villes moyennes où la demande locative est faible. Nombre d'investisseurs achètent sur plan, parfois même sans visiter, convaincus que l'immobilier ne baissera jamais. Mais pourtant, quelques années plus tard, avec un bien vide et un crédit à rembourser. Alors cette frénésie va continuer. De 2000 à 2005, les prix du logement ancien progressent de 70%. Les gouvernements suivants essayent de réguler, mais chaque nouveau dispositif ajoute une couche supplémentaire. Borloo, cellier, prêt à taux zéro renforcé, même le crédit d'impôt sur les intérêts instauré par Nicolas Sarkozy en 2007. Toutes ces aides ont le même effet, elles solvabilisent la demande mais pas l'offre. Conséquence, plus l'État aide, plus l'immobilier devient cher. À la fin des années 2000, la dette immobilière des ménages dépasse 700 milliards d'euros contre 310 ans plus tôt. Le Sénat parlera d'effet inflationniste du foncier. Chaque euro public injecté enrichit surtout les vendeurs et les propriétaires de terrain. Alors pendant ce temps, l'autre moitié du système se grippe, l'offre. Sur le papier, la France construit. Près de 360 000 logements sortent de terre en 2004, un record. Problème, ces logements ne sont pas là où les gens veulent vivre, on bâtit là où le foncier est disponible, pas là où la demande est forte. Les grandes métropoles de Paris à Lyon, en passant par Bordeaux et Toulouse, attirent toujours plus d'habitants, mais leurs maires refusent de densifier. La loi SRU de 2000, portée par Jean-Claude Guessot, impose 20% de logements sociaux, mais beaucoup de communes préfèrent payer des amendes. Résultat, le foncier devient un bien politique. Dans les communes de la région parisienne ou sur la Côte d'Azur, chaque permis de construire devient un acte de pouvoir. Entre 1998 et 2007, le prix des terrains à bâtir triple en moyenne et peut même quintupler près des grandes villes. À Paris, le foncier représente désormais 50% du prix final d'un logement neuf contre 20% 30 ans plus tôt. Les normes s'empilent, accessibilité, isolation, sécurité, puis les premières exigences environnementales. Résultat, les chantiers durent plus longtemps, coûtent plus cher et se concentrent dans des zones périphériques. Le cercle vicieux est clair, moins construit dans les bons endroits, plus les prix montent et plus les prix montent, plus le foncier devient cher et plus on construit peu. En 2007, selon le Sénat, il faudrait 500 000 logements par an, on en produit à peine 350 000, le déficit s'accumule, la tension monte et les prix s'envolent. Tout est en place pour mener à l'explosion des ménages endettés, un État qui subventionne la demande, un foncier raréfié, il ne manque plus qu'une étincelle. Et cette étincelle va nous venir tout droit des États-Unis. Les États-Unis s'effondrent sous les subprimes, les banques font faillite et le monde découvre les ravages du crédit facile. En France, la panique s'installe, les acheteurs se retirent, les ventes chutent d'environ 25% en un an et les prix reculent de 5 à 7%. Alors la Banque Centrale Européenne, menée par Jean-Claude Trichet, réagit vite et baisse ses taux directeurs à un niveau proche de zéro pour éviter la récession. En 2008, sous la présidence de Nicolas Sarkozy et le gouvernement François Fillon, la France lance un vaste plan de relance économique accompagné du dispositif cellier, censé redynamiser le marché immobilier. L'idée est simple, offrir une réduction d'impôt allant jusqu'à 25% du prix d'achat pour tout investisseur achetant un logement neuf à louer. C'est un succès immédiat. En un an, alors que nous sommes en pleine crise, plus de 60 000 logements sont vendus via ce dispositif. Les prêts à taux zéro sont doublés, les banques sont soutenues et les emprunts passent autour de 3% sur 20 ans. Donc en 2010, les prix repartent de plus belle, grimpant de 10 à 15% dans la plupart des grandes villes. À Paris, la hausse atteint 20% entre 2009 et 2011. Les ménages refroidis par les marchés financiers se ruent sur la pierre. Les promoteurs qui avaient gelé leur programme redémarrent à plein régime. En 2 ans, tout est reparti. Prix, vente, confiance. Pourtant, derrière cette résilience, il y a une réalité bien plus inquiétante. Les déséquilibres n'ont pas été corrigés, ils ont simplement été suspendus. L'État et les banques ont verrouillé tout un système où les prix ne baissent jamais, mais où l'accès à un besoin aussi essentiel devient de plus en plus difficile. Et justement, quand on parle de besoins essentiels, il y en a un qui change vraiment la qualité de vie au quotidien, bien dormir. Et là-dessus, j'ai une astuce qui ne dépend ni des banques, ni du marché, mon matelas. Je dors depuis plusieurs semaines sur l'EMA Hybrid 2, le sponsor de cette vidéo, et je
comprend pourquoi il a été élu le meilleur matelas testé en France en 2025. Il combine à la fois une mousse à mémoire de forme et 5 zones de soutien pour répartir la pression et maintenir le dos. En clair, peu importe comment je dors, je me réveille aligné, sans douleur et prêt à attaquer la journée pour vous réaliser la meilleure vidéo possible. Emma, ce n'est pas qu'un matelas, il y a aussi toute une gamme d'accessoires pour améliorer le confort sans exploser le budget. Mon coup de cœur, l'oreiller Nuage Elite, élu produit de l'année en 2025. Il soutient la nuque, reste frais la nuit et donne une vraie sensation de légèreté. Bonne nouvelle, en ce moment c'est Black Friday, il y a des offres jusqu'à moins 50% sur le site emma.fr et j'ai même un petit cadeau pour vous, moins 10% supplémentaires sur les produits déjà en promotion avec mon code Corentin, valable jusqu'au 1er décembre. Je vous mets un petit lien en description. Comme toujours, chez Emma, sans nuit d'essai, livraison et retour gratuit et 10 ans de garantie. Tout est indiqué sur leur site. Merci à Emma de soutenir la chaîne parce que oui, avant de chercher un beau logement, le plus sage, ça reste quand même de bien dormir dedans. Mais pendant qu'on dormait justement, quelque chose d'énorme s'est produit sur le marché. À partir de 2015, le marché repart plus fort, c'est la décennie de l'argent gratuit. Les taux d'intérêt tombent sous les 2%, puis entre 2017 et 2019, ils flirtent avec les 1%. Du jamais vu, en clair, l'argent ne coûte plus rien. Et quand l'argent ne coûte plus rien, tout le monde veut acheter, ménages, investisseurs et même institutions. La pierre redevient l'actif roi, un placement sûr, tangible et surtout rentable. Alors quand François Hollande arrive à l'Elysée, l'État commence enfin à réaliser qu'il a peut-être nourri une bulle. Cécile Duflot, alors ministre du Logement, tente de reprendre le contrôle avec la loi Allure, grâce à un encadrement des loyers et une régulation des frais d'agence censée remettre un peu d'ordre dans un marché devenu incontrôlable, mesure qui va pas forcément plaire à tout le monde et qui va très vite être contestée, jusqu'à même être suspendue, puis finalement appliquée partiellement à Paris et à Lille. Sylvia Pinel lui succédera et met en place un dispositif plus flexible, le fameux Pinel. Immédiatement, le marché repart, les ventes s'envolent et des dizaines de milliers de logements neufs sortent de terre chaque année, surtout dans les grandes métropoles et leurs périphéries. Mais cette relance n'en est pas vraiment une. En réalité, elle ne résout rien, elle entretient le problème car le moteur du marché n'est plus les revenus des ménages, mais les taux d'intérêt. Résultat, la France dépasse le million de transactions en 2018 et 2019, un record historique. Les prix s'envolent. À Paris, le mètre carré franchit les 10 000 €, à Lyon les 6 000, à Bordeaux les 5 000, des niveaux impensables 10 ans plus tôt, nourris par un phénomène plus profond, la métropolisation. En effet, les grandes villes deviennent des aimants à richesse. Plus une ville attire, plus elle devient chère. Plus elle devient chère, plus elle attire encore. En conséquence, les quartiers populaires se transforment, la ville devient un produit financier, s'endetter sur 25 ans coûte moins cher qu'un loyer et les banques ouvrent grand les vannes. En 2019, on peut emprunter à 1,1% sur 20 ans sans apport. La France vit à crédit et tout le monde s'en félicite. Les promoteurs affichent des marges confortables, les notaires enregistrent des volumes records, les courtiers prospèrent, Nexity réserve près de 20 000 logements par an. C'est l'âge d'or du mètre carré. Or, sous cette euphorie, les fractures se creusent, les prix immobiliers ont été multipliés par 2,5 depuis 2000, tandis que les salaires n'ont augmenté que d'environ 30%. La fameuse courbe de Frigide, qui compare prix et revenus, s'est envolée quant à elle de plus de 70% au-dessus de sa moyenne historique. La pierre grimpe bien plus vite que les revenus, l'immobilier cesse d'être un besoin, il devient un placement, on n'achète plus pour se loger, on achète pour rentabiliser. Pour couronner le tout, c'est à ce moment-là qu'un autre acteur entre en scène, Airbnb, la plateforme américaine lancée timidement au début des années 2010, explose. En 2016, Paris devient la première ville mondiale de la plateforme hors États-Unis. Plus de 60 000 logements y sont loués à la nuit. Dans certains quartiers centraux, un logement sur 10 disparaît du marché locatif classique. Entre 2015 et 2019, les loyers progressent de 15% à Paris et jusqu'à 20% dans les centres historiques
de Bordeaux, Lyon ou Nice, tandis que les revenus stagnent. Plus de 100 000 logements passent en location courte durée. Les municipalités réagissent, mais tardivement. À Paris, Anne Hidalgo impose en 2018 un plafond de 120 jours par an pour les résidences principales, mais les contournements se multiplient. À Biarritz ou à Annecy, les habitants n'arrivent plus à se loger. Des professeurs, des infirmiers et des saisonniers dorment dans leur voiture. En 5 ans, Airbnb a créé un marché à 2 vitesses, ceux qui vivent de l'immobilier et ceux qui cherchent simplement à s'y loger. C'est un basculement culturel. Le logement cesse d'être un droit et devient un actif financier. En conséquence, la France pense vivre un âge d'or, mais elle vit en réalité à crédit sur un modèle qui se fragilise, des prix qui montent, des salaires figés, une offre qui s'évapore, un système où à force de solvabiliser la demande, on a rendu le logement inaccessible. En mars 2020, la France s'immobilise totalement et entre dans un confinement total. Les agences immobilières se ferment, les visites s'arrêtent, les signatures sont suspendues, les ventes chutent de près de 80% au printemps 2020 selon les notaires. En théorie, c'est un scénario parfait pour un crash, mais contre toute logique, les prix ne baissent pas. La raison, la Banque Centrale Européenne met en place des mesures d'urgence visant à maintenir les taux à 1%. L'État soutient alors les entreprises et les ménages. Les banques reportent les échéances. Lorsque les restrictions se lèvent, la demande refoulée explose. Le télétravail change les priorités. On quitte Paris pour la province. Pour la première fois depuis un demi-siècle, la province progresse plus vite que la capitale. On parle d'exode urbain. Résultat, même une pandémie mondiale et une paralysie totale des transactions ne font pas flanchir la pierre française. Le Covid ne brise pas le mythe, il le consolide. Le logement reste perçu comme le refuge ultime. À partir de 2022, tout bascule pour freiner une inflation hors de contrôle. La Banque Centrale Européenne, menée par Christine Lagarde, relève ses taux. En quelques mois, le crédit immobilier passe de 1% à plus de 4%. Les ménages ne suivent plus. La capacité d'emprunt s'effondre. Des milliers de dossiers sont refusés et les ventes plongent. On passe d'un peu plus d'1 million de transactions en 2021 à moins de 800 000 fin 2024, le plus bas niveau depuis 20 ans. Et pourtant, les prix ne s'écroulent pas, ils reculent à peine de 2% par an, surtout dans les villes qui avaient le plus flambé. Ailleurs, ils stagnent. Pourquoi? Parce que l'offre, elle, s'effondre encore plus vite. Chez les promoteurs, c'est l'hémorragie. Nexity, Bouygues Immobilier ou Kaufman & Broad stoppent leur programme, licencient et bradent leur stock. En 2024, AST Group, troisième constructeur de maisons individuelles, est placé en redressement judiciaire. Les mises en chantier tombent à 259 000 logements, un record de faiblesse, et cette fois ce n'est plus une crise passagère, c'est une crise structurelle. Les coûts explosent, les normes s'alourdissent, les maires bloquent les permis au nom du zéro artificialisation nette, la fin du Pinel assèche les investisseurs. Résultat, tout l'écosystème s'effondre. Le PDG de Nexity parle d'une crise monstrueuse, carnet de commandes divisé par 2, remise de 10% et des géants qui jouent la survie. Pendant ce temps, les banques ferment le robinet, elles exigent 20% d'apport, limitent l'endettement à 35% et refusent les prêts de plus de 25 ans. Les jeunes actifs sont exclus, les ménages modestes n'ont plus accès au marché et avec la fin du Pinel et du prêt à taux zéro, même les aides disparaissent. Le rêve de propriété s'éloigne pour toute une génération. Moins de mobilité, moins de chantier, moins de consommation. Une génération entière reste locataire pendant que le logement dévore plus de 40% du revenu disponible. Et derrière tout ça, un constat brutal. Pendant 20 ans, l'État et les institutions ont préféré entretenir la bulle plutôt que de la corriger. À coups de crédit facile, de taux irréels et de dispositifs fiscaux, ils ont nourri une prospérité fondée sur la dette, pas sur la productivité, une économie où la richesse s'accumule dans les murs plutôt que dans le travail. Aujourd'hui, la machine s'essouffle, les ménages ont bloqué leur épargne, l'argent ne circule plus, la société se fige, les grandes villes deviennent des
des musées pour propriétaires, pendant que les jeunes s'éloignent toujours plus des bassins d'emploi. En croyant protéger les Français par la pierre, on a sacrifié leur pouvoir d'achat et leur mobilité. Une génération s'est enrichie grâce à la bulle, la suivante la remboursera à vie, parce que tout ce système repose sur une mécanique fragile, une sorte de Ponzi. Tant qu'il y avait toujours plus d'acheteurs, plus de vendeurs, tout le monde gagnait. Mais aujourd'hui, la pyramide s'inverse, moins de naissances, plus de vendeurs. Et la vraie question, c'est qu'arrivera-t-il le jour où les générations suivantes n'auront plus envie d'y croire, non pas parce qu'elles ne peuvent plus, mais parce qu'elles ne le voudront plus. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. J'espère vraiment que ce nouveau format un peu différent d'habitude vous aura plu autant qu'à moi. Encore merci à Emma pour soutenir la chaîne. On se dit à très vite. C'était Corentin. Allez, ciao!